Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'être avec Pamina Sulzberger. Bonjour Pamina. Bonjour Vincent. Ça va? Oui, ça va, merci. Tu veux te présenter? Oui, je travaille dans la région de Zurich avec des organisations et j'aide des équipes, des leaders à gérer les conflits, à gérer les changements dans les organisations. Plus ou moins, avec beaucoup de choses différentes, mais c'est la base de mon travail. J'ai vu que tu étais médiatrice FSM. Oui. Donc ça aussi, en Suisse romande, c'est quelque chose qui est assez connu. Hein. Donc ça, les gens peuvent aussi bien placer parce que en Suisse alémanique, la médiation, c'est aussi médiation. Oui. Mais on attache souvent aussi d'autres processus dans la médiation de groupe, par exemple, qui est peut-être différente. Donc tu fais les deux, en fait. Oui, je fais les deux. Top. Il y a un mois de ça à peu près, tu as posté un article sur, un petit post, un post court sur LinkedIn, et tu te posais la question d'accélération. Le cas particulier, c'est d'une équipe qui suivait un cours IA et qui disait ça nous accélère, ça nous dépasse, on fait qu'on se sent complètement submergé. Et du coup, tu te posais la question de la fatigue du changement. Et je trouvais que c'était un sujet qui était intéressant, qu'on pourrait aborder dans Leadershift. Et donc, du coup, peut-être la première chose, c'est alors qu'est-ce que la fatigue du changement? La fatigue du changement, c'est quand souvent il y a des raisons différentes, mais souvent ce qui se passe, c'est que les gens ils sont fatigués du changement aussi. En fait, il y a trop de changements. Nous, les êtres humains, on a besoin après chaque changement d'avoir une certaine pause. Certaines personnes ont besoin une plus longue pause que d'autres. Certains arrivent à gérer plusieurs changements un peu plus facilement que d'autres en fonction de leur personnalité. Mais en général, après un certain changement, on a besoin de récupérer. Et ce que j'observe de plus en plus, c'est que les pauses n'existent plus. Donc, on n'est pas seulement avec un enchaînement de changements un après l'autre, on est avec plusieurs changements en cours en même temps. Et ça augmente de plus en plus. Et ce que j'observe, c'est que l'intelligence artificielle, elle accélère ça encore plus et de manière exponentielle. Parce qu'on voit toutes les possibilités. Et donc, nous, les individus, on a comme l'impression, il faut que je fasse ça, toutes les possibilités, il faut que je fasse ça maintenant, tout de suite. Alors qu'avant, on avait un peu moins ça. C'est comme ça que je le perçois de mon côté. C'est intéressant. Premier apprentissage pour moi, en fait, c'est vrai, mais on n'est pas tous égaux devant le changement. Ah. Et du coup, je peux imaginer le directeur d'entreprise ou la directrice d'entreprise qui dit, on va changer, je sais pas moi, le logiciel de gestion, par exemple, et bim, on change le logiciel, quoi. Et puis, en fait, il y a peut-être des gens que ça va impacter différemment, pas à cause du changement lui-même, mais à cause de comment eux sont construits. Et donc, ils vont interagir avec le changement de manière complètement différente. Et ça, c'est évident à le dire, mais moi, quand tu l'as dit, je me suis dit, tiens, ça c'est vrai. Et je pense pas que les gens, naturellement, se disent, oui, j'ai 2 personnes dans mon équipe, et j'ai 2 manières différentes de vivre le même changement, en fait. Et en général, c'est les leaders d'entreprise, c'est plutôt les visionnaires, c'est ceux qui arrivent à gérer les choses complexes, c'est eux qui ont la stratégie en tête, et ils se rendent pas compte que les gens qui doivent opérationnaliser le changement à la base, ils ont pas les mêmes informations, ils ont pas les mêmes stratégies, ils ont pas les mêmes manières de gérer la complexité. Et donc c'est la chose en plus qui vient sur tous les projets de changement qui existent. Et c'est vrai qu'avec ma petite expérience de la direction d'une entreprise, la mienne, je vivais 6 mois dans le futur par rapport à mes collaborateurs, mes collaboratrices. Parce qu'en fait, comme tu te projettes, tu dois regarder est-ce qu'on a des clients, quelles sont un peu les évolutions du marché, etc. Tu vis 6 mois dans le futur et donc, du coup, en fait, tu te tournes, puis tu regardes derrière toi, puis les gens, ils sont 6 mois derrière. Puis des fois, c'est vrai que ça va pas assez vite. Parce que moi, en fait, quand je suis 6 mois en avant, ça veut dire que c'est déjà fait. Je décide qu'on fait un truc, c'est fait. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a un problème? Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas changer de template de PowerPoint? Comment ça se fait? Donc, tu vois, c'est... Ouais. En fait, je pense que j'étais moi-même générateur de fatigue du changement, en fait, parce que... Et du coup, alors, voilà, entre-temps, on a changé un peu les choses, mais c'est une bonne réflexion, ça, cette idée de personnalisation de la réaction au changement. Ouais.
Ce que tu parles là, c'est même pas forcément déjà la fatigue du changement, parce que je donne des cours de gestion de projet depuis quelques années et j'ai beaucoup changé au fil des années parce que je trouve que le temps il change un peu. Ce que tu parles, c'est aussi l'aspect communication qu'on communique toujours. Quand vous faites un projet, quand vous faites un changement, il faut communiquer, il faut donner toutes ces informations. Les 6 mois que tu es en avance, il faut que je leur explique, que je vais les prendre avec, que je vais essayer de comprendre où est-ce que eux ils sont et leur donner les informations nécessaires pour que je les amène là où moi je suis. Et la fatigue du changement, c'est un peu plus que ça encore. C'est en fait que ça suffit plus de leur donner des informations. Ils ont plus la capacité de comprendre, de gérer, d'adapter comment on dit, où ils sont dans la tête à tout ce qu'il faut gérer en même temps. Leur état mental ou leur état d'esprit. Oui, voilà. Ouais, ou même le moment. Mais c'est vrai, et c'est marrant parce que je clôturais une formation ce matin et on parlait de cette idée d'accompagnement au changement. Et donc, on a un module, un jour, de gestion du changement, et un des participants disait, mais en interne, quand tu as des changements, ce serait bien qu'on puisse se faire accompagner. Alors, voilà, ça coûte toujours cher, hein, entre guillemets. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un a dit, oui, mais il suffit de beaucoup en parler. Enfin, quelque chose comme ça, c'était pas tout à fait ça. Et puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est non, ça suffit pas d'en parler. Et peut-être qu'en le disant, je me suis posé la question, je veux savoir ce que tu en penses. Est-ce que de communiquer sur le changement, ça va pas provoquer de la fatigue? Parce que avec tous ces messages, il faut, tu dois, aller, va vite, ferme-toi, etc. Est-ce que ça c'est pas encore une charge mentale supplémentaire que les collaborateurs et les collaboratrices reçoivent? On le fait pour de bonnes intentions, on le fait pour aider les gens à avancer, à changer, mais en fait, est-ce que ça crée pas plus de problèmes que... Oui et non. Parce que je crois qu'on n'a pas qu'on n'a pas trop de changements en même temps, je dirais non. On peut pas donner trop d'informations. C'est ça qui aide les gens à comprendre ce qui se passe. Mais quand il y a trop de changements, oui, c'est en plus de tout et ils sont pas capables de prendre encore des informations, de gérer encore. C'est vraiment la fatigue. La fatigue ils écoutent même plus. Ils entendent même plus. Donc ce qui est important, c'est que c'est pas la même chose que le burn-out, parce que on dirait que c'est un peu la même chose, qu'ils sont fatigués, ils sont pas capables, il faut les aider à resilience training et ces choses-là, ça aide pas non plus. C'est juste qu'il y a trop de choses en même temps. Alors où est-ce que je commence? Je commence parce que ma liste, elle est tellement grande que je sais plus où commencer. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont dire oui, ils vont hocher de la tête, et en fait, derrière, ils vont pas le faire, ou ils vont faire différemment. Ou bien ils vont même, souvent c'est aussi un peu la résistance, ils vont commencer à poser des questions un peu difficiles, et ça paraît comme s'ils veulent pas, ils comprennent pas, il faut que je réexplique. Et c'est tout ça, c'est des symptômes qui montrent et c'est difficile à distinguer, en fait, entre est-ce qu'ils ont besoin de plus d'informations, ou est-ce que ils sont un peu à la limite de est-ce que ce qui est possible et ce qui est pas possible. Donc la fatigue du changement, c'est pas de la résistance au changement. Non, pas du tout. Alors qu'on pourrait, vous voyez quelqu'un qui dit non, on pourrait dire il résiste au changement. En fait, c'est pas qu'il résiste au changement, mais il résiste à la fatigue du changement. Enfin, il résiste dans le sens, il refuse pas le changement lui-même, il refuse la charge mentale que le changement lui procure ou lui impose. Oui. Ouais, c'est intéressant ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les employés qui ont toujours été les premiers à vouloir les changements et les premiers à expliquer et à aider à l'adaptation, c'est eux qui vont commencer à douter et qui vont commencer à poser des questions. Et quand eux, ils commencent, là, il faut vraiment, faut vraiment faire attention, là. Mmh. Donc, la fatigue du changement, c'est un état mental ressenti par les personnes quand il y a trop de changements simultanés et qu'ils n'ont pas la période de repos, de récupération habituelle. Si on dit quelque chose comme ça, c'est pas trop faux? Oui, c'est tout à fait ça. C'est marrant parce que ça me fait penser, tu sais, au cycle du stress, enfin aux deux mécanismes de gestion, c'est-à-dire que tu as le système de réaction qui se met en place quand tu as le stress qui vient individuellement, donc il faut libérer de la capacité cognitive, etc. Donc on a une grosse dépense d'énergie à ce moment-là. Et puis après, tu as le deuxième système qui se met en place et qui introduit cette phase de récupération dans laquelle tu recharges les batteries, air quotes, et du coup, hop, tu peux recommencer. En fait, ces cycles, tu peux les répéter. Et ce que tu dis,
C'est qu'en fait, ça, c'est valable au niveau individuel, mais c'est même potentiellement valable au niveau d'une organisation complète. Oui, tout à fait, oui. Ok. Alors, du coup, parce que le changement, alors c'est maintenant, comme disait l'autre, mais c'est, on le choisit pas vraiment. Tu vois, l'IA, c'est assez typique. Tu fais quoi? Tu as une boîte de 200 personnes, tu es dans l'ingénierie de je sais pas quoi, tous tes concurrents se mettent à faire de l'IA, quote de nouveau, hein, parce qu'on sait pas ce que ça veut dire. Mhm. Toi, tu fais quoi? Après, voilà, maintenant il y a encore Trump 2 ou Trump 3, puis après il y a encore d'autres choses. Donc, ces changements-là, ils viennent. Comment on fait, du coup, pour que les gens soient pas fatigués de tous ces changements? Parce que je les ai pas choisis, c'est pas moi qui décide. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Hmm. moi je dirais la plupart des changements qui se passent, ils sont pas nécessaires, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne priorité. Et souvent, les gens ils se demandent pas pourquoi est-ce qu'on fait ça, quel est le but, qu'est-ce que c'est comme si, et c'est de ça aussi ce que je parlais le mini article que j'avais écrit, euh, the urgency. Est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Et c'est ça qu'on se pose souvent pas assez, je trouve, la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et c'est pas non plus, est-ce qu'on n'en a pas besoin du tout? Est-ce qu'on en a besoin maintenant? Ou quelles sont les choses plus importantes aujourd'hui qu'il faut absolument faire? Et je pense que beaucoup d'entreprises et des leaders se disent, il faut qu'on adopte tout maintenant parce que sinon le concurrent, qui va nous avancer, il va nous dépasser. Mais ça crée justement cette fatigue qui te bloque complètement. Donc en fait, tu fais plus rien. Et je crois que c'est ça qu'on se rend pas compte. De faire les choses peut-être en séquence. On va faire ça d'abord, on va faire ça ensuite, ou on va faire des choses en même temps. Au final, on est beaucoup plus rapide. On est beaucoup plus en mode de focus. On fait les choses correctement. Les gens, ils savent pourquoi. Les gens, ils ont le but final en tête. Et ensuite, quand ça, c'est bien fait, on fait la prochaine chose. C'est le fameux hâte-toi lentement. Oui. Ça veut dire, mais ça c'est intéressant. Ça veut dire que de prioriser les, les différentes adoptions technologiques, par exemple, de faire un choix délibéré. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le changement voulu ou le changement désiré. C'est-à-dire qu'on dit, OK, ben, il y a ces trois nouveautés. Ben, on décide en tant qu'entreprise lesquelles on va traiter, par Mhm. lequel on commence. Euh, donc, en fait, c'est un peu comme l'opérationnel. Ça veut dire que, alors moi, je fais des cours de gestion personnelle toute l'année parce que les gens sont stressés, on dit. Et puis, invariablement, je me rends compte que, je suis désolé, mais il vient d'en haut le stress, quoi. C'est un comité de direction qui sait pas choisir, qui sait pas prioriser. En disant ça, quand je dis qu'ils savent pas, je dis pas qu'ils sont coupables de pas savoir. C'est que je sais pas si, je sais pas si c'est simple parce que j'ai jamais dirigé une boîte de 500 personnes, mais je me dis que ça va être possible, non? Par principe, je vois pas pourquoi c'est impossible de choisir à ce niveau-là plutôt qu'ailleurs. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, de cette idée de, finalement, de la responsabilité qu'on a en haut de l'échelle hiérarchique par rapport à soit l'opérationnel, hein, les tâches, soit tous ces changements qui viennent. C'est clair pour un directeur général de 500 personnes dire, on fait de l'IA. OK, débrouillez-vous. Comment tu vois ça, toi? Moi, je vois ça exactement de la même manière. Je crois que le problème, je pense, c'est qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils demandent à l'organisation avec chaque chose qui vient en plus. Et, et la question qui est pas assez posée, c'est qu'est-ce que nous faisons pas? Qu'est-ce que nous décidons de ne pas faire? Et aussi dans un projet ou dans un changement, de décider, nous faisons ça, mais on fait pas ça dans ce projet. Il y a une certaine, même l'IA, adoption de l'IA, ça veut dire quoi? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de l'adoption de l'IA exactement et dans quel but et qu'est-ce que ça va nous apporter et qu'est-ce qu'on fait pas ou on dit on laisse ça ouvert et c'est ça qui est communiqué ensuite aux gens et c'est pas la communication d'une chose monstrueuse que les gens ils savent pas du tout comment gérer et ensuite c'est eux qui doivent se poser ces questions. Je pense que c'est ça aussi niveau stratégique qui est une responsabilité des gérants d'entreprise de vraiment se poser la question qu'est-ce qu'on fait, pourquoi et qu'est-ce qu'on fait pas, pourquoi. Mais tu vois, dans le qu'est-ce qu'on fait pas, je peux imaginer un comité de direction. euh, c'est lequel des cinq
qui va dire ça, moi je fais pas. C'est un risque monstrueux en fait. C'est tu t'exposes, tu vois les collègues qui sont des concurrents pour le prochain poste de directeur général vont ricaner. Enfin, je me dis, ça demande beaucoup de courage de dire ben non, ça nous, je vous propose qu'on fasse pas. Parce que souvent, c'est un chef de département ou une chef de département qui va dire, voilà, le Industry 8.0, parce que j'ai perdu le compte, ça, on fait pas, nous. Et ok, mais c'est perçu comment et je me demande jusqu'où c'est vraiment facile à faire, en fait, ce choix. Je me demande si c'est pas aussi une question de culture d'entreprise, des 5 personnes qui décident ensemble de prendre ces décisions ensemble et de se poser la question, parce que pourquoi est-ce que c'est une personne qui doit prendre la responsabilité de dire non, ça. Mais oui, c'est une bonne question, oui. Parce que je me dis, en plus, à ces niveaux-là, alors évidemment, plus la boîte est grosse, pire c'est, je pense qu'effectivement, comme tu disais, il peut y avoir une perte de sensibilité. Enfin, je prends toujours l'image du cercle, tu sais, si tu bouges tout près du centre, tu prends un bâton, et tout près du centre, tu le bouges de 1 degré. Le bout du bâton qui fait 1 centimètre, il a bougé de pas grand-chose. Mais si ton bâton, il fait 1 kilomètre, les gens qui sont au bout du bâton, donc pour moi, le bout du bâton, c'est le bas de la hiérarchie, enfin, ça change tout dans leur vie, quoi. Et, Oui, c'est ça. et plus la boîte est grande, pire c'est. Alors après, il y a peut-être aussi une culture du book en aéroport, comme j'appelle ça. Hein. C'est, tu sais, tu lis ces trucs qu'il faut faire, ou je sais pas, tu lis les derniers articles McKinsey, et puis tu dis, j'ai envie de montrer que j'ai fait ça, parce que, comme ça, je peux me faire engager dans la prochaine boîte avec un salaire qui est le double de celui que j'ai aujourd'hui. Et donc, je fais ça. Hein. We did AI, tu vois, où c'est comme avant, on disait, j'ai fait Internet, quoi. Ça c'est fait, check. Et alors, on part dans un côté un peu plus personnel, peut-être, de la perception de ce que c'est une carrière, etc. Mais pour revenir à l'organisation, comment ça se fait que ça se fait pas? Parce que tout ce qu'on dit, moi j'ai l'impression que ça fait 15 minutes qu'on dit des trucs absolument évidents que tout le monde sait. Et pourtant, toi et moi et d'autres, quand on va dans les organisations, ça se fait pas en fait. Donc, qu'est-ce qui est difficile? Moi, je pense que, la réponse facile à ta question, c'est, je pense que on n'écoute pas assez les gens et ce qu'ils disent, et on n'essaie pas assez de comprendre ce que les gens, vraiment, à la base, ils disent. Quand quelqu'un dit hey, vous êtes sûr qu'on a besoin de ça, comment faire? C'est plus facile de trouver que oui, bon, il résiste le changement, il va avoir des informations, que de se dire je vais l'écouter, je vais me prendre le temps, je vais essayer de comprendre d'où vient la peur ou d'où vient qu'est-ce qu'il veut me dire. De prendre ça comme information et pas de prendre ça comme rejet et maintenant il faut que je le convainc de mon idée parce que c'est important pour ma carrière et pour l'entreprise. Moi, je pense que c'est de là que tout vient quand même tu reprends ton exemple, la personne dans la personne des 5, si elle écoute les gens derrière, elle va avoir des arguments qu'elle pourra ramener à la direction qui vont pouvoir prendre au sérieux et ils vont pouvoir en discuter. Si c'est juste ils refusent le changement, je trouve pas que c'est une bonne idée, il n'y a pas d'argument derrière. Ouais. Alors du coup, ça voudrait dire que les boîtes qui sont gérées par des leaders qui n'ont pas le bon vieux leadership paternaliste devraient moins bien gérer le changement que les boîtes dans lesquelles il y a des leaders qui écoutent un peu plus en fait, qui sont plus dans tu sais, ce leadership plus de pas de compassion, c'est un grand mot, mais d'écoute, d'adaptation. Donc, alors après, il faudrait faire l'étude pour voir si c'est vrai, mais ça semblerait, en tout cas, c'est une hypothèse que ces boîtes-là géreraient mieux le changement entre guillemets. Cette accélération, à ton avis, elle vient d'où? Parce que j'y réfléchis aussi un peu et j'en parlais, je sais plus vendredi ou ce matin. Et j'ai l'impression moi j'ai commencé il y a 12 ans, ce métier. Et il me semblait que quand les gens étaient busy, mais là c'est de la folie, c'est bien pire. Et je me suis dit, alors, avant ChatGPT, parce que depuis ChatGPT, je crois qu'il y a clairement un levier dont on pourra parler si tu veux. L'arrivée des IA génératives a changé pas mal de choses, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme facteur qui, à ton avis, fait que ça accélère? Mon hypothèse, que j'ai pas vérifié, donc c'est mon hypothèse,
On s'est rencontrés aussi, c'était Covid, la pandémie. Moi, mon hypothèse, c'est que ça a commencé là et que depuis la pandémie, on est individuellement, les organisations et au niveau macro, les pays en changement continu. Donc c'est la géopolitique complètement incertaine qui nous bombarde d'informations tous les jours et les changements en conséquent aussi sur les organisations. Et ensuite, l'arrivée de l'IA, c'est à tous les niveaux des changements, des manières, il faut s'adapter, qu'on est tous fatigués à tous les niveaux. Ça, c'est mon hypothèse, en fait, à ce sujet. Bon, c'est vrai qu'au Covid, il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées. On a aussi peut-être réalisé le pouvoir de certaines technologies qu'on avait un peu sous-estimées. Il n'y a pas que Zoom, mais il y a plein aussi d'autres solutions où les gens peuvent continuer à bosser. Ça a été l'heure de gloire des départements IT, je pense, le Covid. Peut-être qu'ils ont apprécié, les anciens collègues, là, de bosser, puis d'être valorisés, en disant « Ah, on peut faire des trucs, on savait pas ». Tu sais, je me demande s'il n'y a pas autre chose aussi. Je sais qu'on a fait une étude, avec Suzanne et puis une autre aussi avec des collègues anglaises. Et on s'était aperçu que le Covid avait forcé les boîtes à fonctionner en mode task force un peu, tu sais. On pétait toutes les hiérarchies, puis on bossait un peu en organisation semi-plate, machin. Alors c'est génial, sauf que les task force, c'est ce rythme d'urgence. Oui. Et je me demande si il n'y a pas des organisations ou des gens qui ont adoré ce mode un peu, tu sais, un peu drogué, un peu, tu vois, tu te crées, parce que t'as tellement de récompenses immédiates que t'adores ça. Et je me demande s'il n'y a pas des gens qui s'y sont simplement tellement plus qu'en fait, ils continuent à bosser dans cet état d'esprit-là, quoi. Peut-être, oui. Oui, qui se sont jamais arrêtés, qui ont continué dans le mode-là, oui. Et puis oui, je crois que ça renforce l'hypothèse que moi j'ai, que c'est depuis la pandémie et maintenant en plus avec l'arrivée de l'IA, c'est les gens là, ils ont encore plus d'arguments et encore plus de moyens pour continuer dans cette euphorie, dans cette drogue. Exactement, d'aller plus vite, parce que tu peux aller plus vite. Oui. Et alors c'est marrant parce que on parlait au début de l'épisode on n'est pas tous égaux devant le changement. Et donc, potentiellement, on peut se retrouver avec un peu deux castes, enfin, au moins deux, mais avec des gens qui s'adaptent et des gens qui s'adaptent pas. Et je crois qu'on peut dire pareil, évidemment, comme toutes les révolutions technologiques, c'est pareil avec l'IA. Et c'est, alors, il y a un facteur d'âge, mais pas que. Moi, je vois des gens qui me disent, non, moi, ça m'intéresse pas. Alors, comme il y a une vibe un peu anti-IA dans certains domaines, dans certains secteurs de marché, ils arrivent quelque part à dire, dans mon métier, c'est pas nécessaire. Mais moi, je vois des cadres qui ont adopté l'IA et qui font les trucs là. Quelqu'un qui m'a montré vendredi, il est responsable d'atelier et il s'est programmé un management visuel. Il a demandé une machine virtuelle à sa boîte, ils y ont fixé. Il a demandé à Claude Code de tout. Non, il a fait ça avec Codex, je crois, qui est celui d'OpenAI. Il a codé un truc de management visuel tout seul. C'est 6 mois de projet au moins. Donc, du coup, il l'a fait. Ok, mais next, c'est quoi? Sauf que lui, comme il a les 6 mois d'avance que j'avais avant, il va encore peut-être programmer le prochain outil. Et c'est vrai que du coup, maintenant qu'on parle de ça, je me dis, oh, mais ces troupes à lui qui doivent adopter ce nouveau management visuel, c'est un changement. Mais lui, il est déjà en train de préparer le prochain. Peut-être que... Et c'est vrai que quand on en a parlé, j'y ai pas dit, mais est-ce qu'il va pas un peu trop vite? Ça, c'est une question qu'on va découvrir au fur et à mesure. Peut-être, oui. Moi, dans ma tête, je me dis s'il fait le change management comme il faut le faire, et qu'il a informé ses gens, qu'il a demandé aux gens qu'est-ce qu'eux ils ont besoin dans son processus, s'il écoute les gens, pas forcément. Mais si lui il fait ça dans son bureau tout seul et que dans un an il va demander aux gens d'adopter ce que lui il développe sans que personne ne le suit dans ses pensées, ça va être difficile, oui. Alors, il l'a fait, entre guillemets, correctement, puisqu'effectivement, c'est basé sur les besoins des gens. Il allait voir les gens, il met, dis-moi ce que tu aimerais voir, par exemple, en termes d'état des machines, etc. Puis je crois qu'il a pris la liste de courses, et puis il a dit à l'IA, fais-moi ça. Donc, en fait, c'est vraiment du grassroots programming presque, c'est l'équipe qui dit, mais on aimerait ça, pouf, puis lui, il le fait. Et puis c'est là. Et puis, mais je me disais, mais même si c'est fait comme ça,
est-ce que de toutes les semaines, tu as un nouveau système, un nouveau machin, etc. Est-ce que ça, c'est pas aussi de la fatigue du changement, même si c'est toi qui l'as voulu, en fait, même si c'est moi qui l'ai demandé. C'est comme le gamin, si tu fais une fois Noël toutes les semaines, tu as 52 Noël par année, au bout d'un moment, les cadeaux, t'en as marre, quoi. Tu vois? Peut-être, oui. Moi, je dirais demander qu'est-ce qu'ils font encore, les gens à la base, dans leur propre changement. C'est souvent ça aussi. Si c'est juste ça qu'ils font, s'ils doivent rester avec lui, dans son rythme, et qu'il arrive à les transporter avec lui, peut-être que ça marche. Mais après, je partirais du principe que les gens à la base, ils font la même chose que lui, ou ils sont obligés de faire la même chose que lui, ou c'est dans la mentalité de l'organisation de faire, de rester aussi, parce que on voit le potentiel. C'est ça le problème aujourd'hui. On voit le potentiel, et c'est comme s'il faut maintenant tout de suite. J'ai la possibilité. Il faut que je le fasse, sinon je vais rater le train. Le train, il part sans moi maintenant. Et tout le monde est là et court et court et court, mais il y en a 1000 en même temps, les trains, et il y en a toujours un de plus qui vient tous les jours. Tu sais, ça me fait penser que j'ai mis un timer sur mon internet à la maison. À 10h, le wifi et l'internet sont coupés. Et j'ai dû faire ça parce que moi, ma drogue, c'est YouTube. Je suis ni sur TikTok, ni sur Snapchat, ni sur Instagram, mais je regarde plein de trucs sur YouTube. Et pas forcément que des petits chats, hein, mais voilà, je m'intéresse à plein de trucs. Et je me suis aperçu que avant, tu pouvais trier le contenu sur la qualité. Maintenant, moi, dans mon feed à moi, il n'y a plus que du contenu de qualité. Il n'y a plus que des choses qui seraient bien. Et tu vois, je fais pareil avec le changement. C'est-à-dire que je me dis, il y a 1000 changements en même temps, mais si tu regardes pas, c'est tout des changements nécessaires, en fait. C'est tout des choses qu'il faudra faire une fois. Oui. Alors, on revient à la discussion de la valeur pour l'entreprise, mais moi, je me demande si il faudrait pas organiser des... Tu sais, il y a des boîtes qui font des mercredis sans réunion. Je sais pas, est-ce qu'on fait pas 6 mois sans changement, quoi? On dit, OK, les changements chez nous, c'est entre mars et, je sais pas, moi, et août. Tu sais, pour que les gens, ils chopent un espèce de rythme, parce que... Moi, ça me fait penser à l'image que j'ai souvent, ou que je donne quand, de nouveau, gestion de projet, tu as besoin d'un portfolio de projets, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne veut pas prioriser. Et moi, j'aime bien le concept de budget. Dans les grandes entreprises, il y a aussi un cycle de budget. Il faut donner le budget jusqu'à telle date. Ensuite, il faut une révision. Qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté? Pourquoi pas faire ça aussi avec les changements? Jusqu'à telle date, les idées, elles sont acceptées, elles sont révisées. Regarde combien de ressources ont besoin, quel projet, quelle personne. Par le même principe, en partant du principe que les ressources sont finies dans l'entreprise et on ne peut pas tout faire et tout en même temps. Donc, tu peux imaginer, par exemple, 2 fois par année, faire une espèce de cycle. Après, je me dis 1 fois par année, étant donné le nombre de changements, c'est peut-être trop peu, mais ça dépend de la taille de l'entreprise et de plein de choses. Mais peut-être qu'effectivement, chaque entité pourrait dire, nous, on fait un budget changement. On a, comme les tokens, Claude, tu vois, on a 10 tokens changement cette année. Alors, on a un gros changement qui va prendre 8, les gars, il reste 2, quoi. Et on peut pas faire rentrer 25. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'imagine, si tu veux, je m'imagine moi, en tant que consultant, proposer ça à un comité de direction. Et puis je me dis, je peux voir la directrice de la boîte qui dit, ouais, mais le concurrent, lui. Puis en fait, non, parce que le concurrent, il a peut-être 9 tokens de changement, ou 11, mais il n'en a pas 50. Donc, si tu veux, pour essayer d'anticiper cette peur de, mais les autres, le concurrent, lui, il va le saisir. Oui, et puis aussi les tokens, je crois qu'il faut s'imaginer que si tu fais trop, tu vas pas placer 2 ou 3 tokens sur un projet, tu vas en placer 0,5 ou 0,1 sur tous tes projets en même temps. Et donc imagine le résultat. C'est aussi ça un peu et c'est même pas une question mathématique, c'est une perte énorme de ressources des gens quand tu fais trop en même temps. Je sais que on le sait, chacun le sait, quand tu fais 5 choses en même temps, on a besoin de beaucoup plus de temps si je les fais séquentiellement, une chose après l'autre, et je prends bien le temps,
je mets 3 heures, je fais ça aujourd'hui, demain je consacre les 3 heures à l'autre chose que si je saute tout le temps un truc à l'autre. C'est ça qui se passe dans les entreprises. C'est la deuxième fois qu'on utilise la métaphore individuelle pour représenter l'entreprise. Donc, il y a peut-être une piste là. Hein. Effectivement, de dire, tu sais, la première fois, c'était avec l'idée de stress, récupération. Oui. Et oui. Là, c'est la deuxième fois, effectivement. Et je me dis, c'est comme si gérer l'anxiété des dirigeants par rapport... C'est l'anxiété du changement qui génère de la fatigue du changement. C'est-à-dire que comme ils sont anxieux, qui disent on va pas suivre, du coup ils poussent. Puis du coup ils génèrent de la fatigue avec ça. Et donc peut-être que si on arrive à traiter cette anxiété en disant il faut mettre en place des mécanismes de budget, comme tu disais, des fameux 10 X machin qu'on a pour faire un nombre de changements par année ou tous les 6 mois, et puis que c'est pas mieux ailleurs. C'est vrai que potentiellement ça peut aider les gens à se dire ok, on fait pas tout, c'est pas grave. Et puis on va peut-être aussi regarder comment font les autres, est-ce qu'ils se plantent, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. C'est vrai que quand les gens parlaient d'IA il y a encore 2 ans, je m'amusais beaucoup avec le métavers. Parce que je rappelais aux gens, vous vous souvenez ce que c'est le métavers? Genre 4 personnes sur 5, non, c'est quoi? Bah, tu vois. Alors, l'IA, c'est clairement pas ça, mais il y a un peu cette dynamique de je dois absolument gérer pour gérer, quoi. Hein, c'est sinon je suis nul, sinon je reste derrière, quoi. Donc, si maintenant, moi, je suis responsable d'équipe ou responsable d'entreprise, par quoi je commence? Si j'ai écouté cet épisode, je me dis ouais, elle a raison, Pamina, il faut quand même que je fasse attention à ma boîte et tout. Par quoi je commence? Par quoi je commence? Je regarde ce qui se passe. J'essaie de comprendre quelles sont toutes les choses qui se passent, les changements, les projets. Et ensuite, un après l'autre, j'essaie de comprendre pourquoi on fait ça. Ask with the why, Simon Sinek, la chose la plus basique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Qu'est-ce que ça nous apporte? Et ensuite, essayer de prioriser et de se demander qu'est-ce qu'on veut plus faire, qu'est-ce qu'on ne fait pas, et de prendre cette décision de ne plus faire certaines choses parce qu'on n'en a pas besoin. Et pas aujourd'hui, peut-être dans le futur, on le met. Il y a des choses qu'on sait, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin aujourd'hui, on n'a pas besoin demain. Souvent, c'est aussi une question, est-ce qu'on aura peut-être besoin après? Ça ne veut pas dire que si on stoppe aujourd'hui, qu'on le fera jamais. Mais ça veut peut-être dire on le met en pause parce qu'il y a des choses plus importantes et on reverra dans 6 mois si on en a peut-être besoin à ce moment-là. Donc en gros, tu vas demander à des gens qui gèrent potentiellement assez moyennement les priorités dans leur entreprise de mieux gérer les changements. Donc, tu vois, je me dis, ça va vraiment mieux fonctionner que ce qu'ils font déjà pas. Aujourd'hui, moi, j'ai un client où il prenait des jobs à 20 millions et des jobs à 2000 balles, quoi. Parce que chez nous, on fait comme ça. Tu parlais de culture d'entreprise avant, tu vois. Donc, moi, je peux imaginer dans cette boîte-là, leur dire, messieurs, maintenant, budget, machin. Enfin, je veux dire, les gens, ils vont... Enfin, je suis un peu pessimiste quant à la capacité des directions dont on parle de se dire, stop, on va changer notre manière de fonctionner. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on pourrait leur proposer comme intervention? Je sais pas, moi, ils achètent un truc à 1000 balles ou à 10 000, je sais pas, et quelque part, on les aide, on les accompagne, on leur pose 4 questions. Qu'est-ce qui changerait leur état d'esprit à eux, en fait? Normalement, ces entreprises ont une stratégie avec certaines key performance indicators ou qu'est-ce que tu veux, ils ont certaines choses, ils ont un regard dessus et partir de là, peut-être même avec des chiffres, quels sont les 4 critères, 4 indicateurs qu'on veut évaluer et ensuite regarder les changements et on leur donne une valeur. Et après, ça peut être très facile et d'essayer de mettre une valeur et chaque changement, il a un chiffre, il a un nombre et on se demande est-ce que ça suit la stratégie de l'entreprise? Ouais. Je pense que ça l'histoire du budget, hein, l'histoire de la priorisation, je pense que ça parle bien au niveau management. Je pense qu'au niveau leadership, il y a un peu de recherche personnelle, je pense, de soul searching, hein, on dirait en anglais, de pourquoi est-ce que je pense que c'est aussi nécessaire? C'est ce que tu as dit avant, en fait. C'est
Mais pas pourquoi, pour l'entreprise, pas en termes de stratégie d'entreprise, en termes de moi dans ma tête, pourquoi est-ce que dans ma tête je pense que c'est aussi nécessaire, urgent, est-ce que ça l'est vraiment, qu'est-ce que ça m'apporte, quelle est ma relation à l'incertitude, à la concurrence, peut-être pour que les gens puissent se calmer, c'est presque un peu fort, mais s'apaiser, disons, pour se dire, OK, il y en a, je l'ai choisi, pour que, après, on puisse faire cet exercice de management. Ce dont j'ai peur, c'est que, si on amène la pratique de management, les gens soient tellement pris par cette folie ambiante que ça soit juste un exercice, quoi. Et je me demande si là, il n'y a pas une part de responsabilité individuelle au niveau des dirigeants, au niveau des conseils d'administration, des conseils de fondation, donc des gens qui sont supposés exiger une stratégie de la part de l'entreprise, de dire, peut-être que ça, c'est aussi un angle d'intervenir par les organes directeurs de ces entreprises, de ces institutions, pour essayer de les aider à faire ce genre de réflexion, quoi. Oui, j'aime beaucoup l'idée. J'oserais dire que j'ai l'impression que c'est peut-être même un peu plus difficile de passer par là que de passer par la raison et la stratégie. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout que par ce biais, tu leur donnes les moyens de eux faire les choses correctement et de pas avoir besoin de nous, de consultants qui vont les aider à gérer leurs changements. Oui, parce que alors ça, c'est le pire. C'est peut-être quelqu'un qui dit, je vais faire juste, donc je vais engager des consultants. Alors, il y a des entreprises qui ont de l'argent. Alors, en fait, ils vont engager des consultants pour accélérer le changement. Et puis, toi et moi, on va se retrouver avec des équipes qui disent, non, mais on peut plus, vous êtes les 12e cette année, quoi. Donc, c'est pas possible non plus. Donc, ouais. Fatigue du changement, le mot de la fin, Pamina. J'aime bien ce que tu dis de la responsabilité personnelle, de se demander de chaque individu pourquoi est-ce que il y a cette comment dire en français, urgency. Qu'est-ce qui est derrière et qu'est-ce que j'ai besoin et pourquoi je fais les choses. Et peut-être à 10 heures éteindre le Wi-Fi. J'aime beaucoup cette idée, ouvrir un livre et retourner dans un monde autre pour un peu calmer cette drogue-là. Mais t'as dit le mot, hein, je pense que vraiment, il y a, je sais pas si on n'a pas de recul. Ça, c'est un gros problème. Mais peut-être que les addictologues, dans 5 ans, nous diront, oui, il y a un aspect d'addiction, en fait, au changement, de la part du haut, qui provoque la fatigue du changement vers le bas, parce que si t'es un minimum compétitif, donc que t'as envie un minimum de gagner, et que les enjeux sont élevés, ah mais attends, je viens d'écrire 99% des entreprises, là, bah, voilà, fatalement, tu vas vouloir y aller, quoi. On va saisir les opportunités. Tu regardes le vocabulaire de toutes ces grandes boîtes de consulting, c'est tout le temps ça, c'est l'opportunité. Donc, il faut aller, il faut choper les fruits, et tout de suite, il faut faire du jus avec, quoi. Il faut pouvoir nourrir la bête, et c'est vrai, prendre un bouquin. Alors, le bouquin, c'est chiant, ça va moins vite. Ah ouais. Et il faut lire. Surtout que maintenant, tu peux demander à l'IA de te résumer le bouquin. C'est plus facile, ça va plus vite. Je vais pas te mentir. Je le fais. Mais j'essaye de choisir pour quel livre je vais le faire. C'est-à-dire que si je me dis, dans ce bouquin-là, il est vraiment important pour moi. Donc là, j'ai quelqu'un qui m'a recommandé Introduction à la psychosociologie des organisations. Ben, je l'ai lu, celui-là. Parce que celui-là, je me dis, il est important. Un article un peu secondaire, ok, là, je vais demander à l'IA. Mais justement, il y a cette priorisation de qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. J'essaye de le faire. Hein. Ça ne veut pas dire que j'y arrive tout de suite, tout le temps. Mais c'est vrai, tu pourrais lire 1000 bouquins. Enfin, tu pourrais lire, entre guillemets. Parce qu'en fait, tu lis pas. Et ça, je sais pas si tu l'as remarqué, toi, mais les concepts qui me sont donnés par l'IA, par exemple, résumés d'un bouquin, je l'ai moins en mémoire. Ça reste moins, c'est moins présent que si je l'ai lu, puis c'était pénible, puis c'était chiant, puis j'ai dû bosser dessus. Je sais pas si toi, tu as vu cet effet. Oui, bien sûr, et c'est logique. Il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas l'intégration de... Tu vas lire un livre, tu vas le poser, ça va te faire travailler la cervelle, et tu relis un autre chapitre. Et c'est ça la fatigue du changement. Il n'y a pas d'intégration de ce qu'on fait vraiment, de ce qu'on lit, on n'a pas le temps. Le cerveau, il n'arrive pas à intégrer les choses. Donc finalement, je me demande si ma conclusion à moi, c'est pas lisez des bouquins, ennuyez-vous, restez. Mot de la fin, je le fais de temps en temps en formation.
Alors, on est de temps en temps, il y a des grandes baies vitrées là où on va, et je leur dis tournez-vous et regardez un arbre pendant 30 secondes. Alors il y en a qui n'arrivent pas, il y en a deux, ils sont fâchés. Tu vois, parce qu'ils disent c'est inutile. Je dis mais éloge de l'ennui, quoi. Ouais, exactement. Face à la fatigue du changement, ennuyez-vous. Ça te va comme conclusion? J'aime beaucoup, oui. C'est parfait. Pamina, merci, c'était un plaisir. Merci aussi, Vincent. C'était vraiment un très grand plaisir aussi. Et à la semaine prochaine. Ciao.